Bonjour, bienvenue à toutes et tous. C'est parti pour ce webinaire sur la blockchain. J'aimerais tout d'abord, en qualité de directrice de la communication de la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève, vous souhaiter la bienvenue et vous dire le plaisir que nous avons co-hosté, pour utiliser un terme très français, ce webinaire avec WICAN. La blockchain, si vous êtes comme moi, vous en avez beaucoup entendu parler, vous l'associez probablement avec les crypto-monnaies, mais est-ce que finalement la blockchain, c'est utile pour une entreprise? Et dans quel cadre? Est-ce que si je suis une PME, ça me concerne aussi? Eh bien, je crois que ce matin, notamment au travers d'exemples, nous allons apprendre que oui, ça peut nous être très utile à tous. Je pense que sans plus tarder, je vais passer la parole à ceux qui savent de quoi ils causent. Et en premier lieu, je demande à Vincent Pignon, qui est le fondateur et le CEO de WICAN Group, de nous introduire à ce sujet qui a l'air comme ça un tantinet ardu. Vincent, c'est à toi. Alors, bonjour à toutes et tous. Bonjour Alexandra. Tout d'abord, je tiens à remercier la CCIG et Alexandra pour l'organisation de ce webinaire. C'est un plaisir de vous avoir aussi nombreux ce matin et j'espère que vous aurez une participation active pendant toute la présentation. Donc, pour cela, n'hésitez pas à poser des questions dans le channel, le chat sur le webinaire. Nous les prendrons et vous y répondrons tout à l'heure dans une période de questions-réponses. Nous avons également créé un espace dédié sur Workplace. Certains sont déjà connectés. Pour ceux et celles qui souhaiteraient pouvoir avoir d'autres informations, poursuivre les échanges après ce webinaire, vous pourrez également le rejoindre. Nous vous mettrons tous les liens dans les différentes slides. Alors, l'objectif premier de ce webinaire, comme Alexandra l'a évoqué, ça va être de vulgariser la blockchain. On en entend beaucoup parler, mais finalement, on ne sait toujours pas pour beaucoup d'entre nous à quoi ça sert exactement. On voit beaucoup, notamment dans les médias, des cas d'usage liés aux crypto-monnaies, à la spéculation, mais on n'a pas vraiment d'exemple très concret et de possibilités d'application de ce qu'est la blockchain aujourd'hui. Donc, l'objectif, ça va être de vous montrer des applications concrètes et de vous faire un état de la situation de la blockchain et des principaux enjeux associés à cette technologie. Pour débuter, j'aimerais juste nous présenter. Donc, aujourd'hui, nous sommes 4 personnes de WICAN à intervenir. Il y aura Nathan Doué, qui est coordinateur de projet chez WICAN. Bonjour Nathan. Bonjour Vincent. Ensuite, nous aurons Jules Soulas, donc, qui est analyste chez WICAN. Bonjour Jules. Bonjour Vincent, bonjour Nathan, bonjour à tous. Et nous aurons Sébastien Flack, qui est Managing Partner chez WICAN Tokenize. Bonjour Sébastien. Bonjour Vincent, bonjour à chacun. C'est aussi un bon test du vidéo et du son. On est sûr qu'ils sont tous là et me voilà rassuré. Et donc moi-même, comme le disait Alexandra, qui suis directeur général de WICAN. Alors, pour avancer dans la présentation, Jules, si tu peux passer les slides, merci. Donc, on va démarrer par une introduction et les enjeux et une très rapide introduction de WICAN, mais surtout vous donner un contexte sur la blockchain, vous expliquer ce que c'est et vous présenter 3 cas d'usage très concrets sur lesquels vous pourriez adopter, utiliser la blockchain dès aujourd'hui. Pour expliquer ce qu'est WICAN, donc nous avons débuté en 2015 avec une vision qui est que tous les objets comme une voiture, comme une montre, un meuble, un médicament, un bien alimentaire, mais aussi des créations intellectuelles comme un design, un travail de master, de doctorat, une idée, et aussi des actifs comme des actifs immobiliers, des titres de société, tout pourra être enregistré, identifié
sur un registre décentralisé. Et c'est, on va dire, une vision qui va guider un petit peu toute notre présentation et qui va vous donner un petit peu l'impact de ce qu'est la blockchain. Cette base de données, donc il faut bien imaginer que c'est quelque chose d'assez simple, une base de données, elle a 3 vertus particulières. Tout d'abord, elle est décentralisée. Alors, décentralisée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va être enregistrée sur plusieurs serveurs informatiques répartis à travers la planète et qu'il y aura une copie de toutes les informations sur ces différents serveurs. Ensuite, elle est immuable, immutable. Ce point-là est important parce que finalement, contrairement à une base de données centralisée, on ne pourra pas modifier les informations sur cette base de données, les altérer, et on aura finalement une vision parfaite en tout temps des enregistrements qui auront été faits sur cette base de données. Et le dernier point qui est important, alors qui peut paraître effrayant quand on le lit tel quel, c'est qu'elle est transparente. Transparente, ça veut dire qu'on voit toutes les transactions qui sont faites dans cette base de données, donc les enregistrements, les modifications, les transferts, tout est visible par les acteurs de cette blockchain. On verra dans un exemple concret tout à l'heure avec Sébastien notamment ce que ça veut dire transparent. Ensuite, donc notre mission chez Wecan, c'est de co-créer des solutions blockchain avec des partenaires stratégiques. Et nous l'avons déjà fait avec des dizaines de clients en Suisse et dans le monde, dans tout type de domaine d'activité, donc secteur privé, secteur public, grandes entreprises et plus petites entreprises. Et aujourd'hui, nous avons trois principales marques que sont Wecan Tokenize, dont Sébastien vous expliquera plus en détail les modes de fonctionnement tout à l'heure, Wecan Comply, que Nathan vous présentera, et Wecan Protect, qui, chacune de ces 3 marques, reprend les grands concepts de la blockchain, notamment sur l'enregistrement d'actifs financiers, d'éléments de conformité et pour Wecan Protect, d'éléments de création intellectuelle. Enfin, nous avons pour mission, et c'est aussi pour ça que nous sommes ravis de le faire aujourd'hui, la transmission, donc transmission de ce que nous apprenons. Il y a encore beaucoup à apprendre sur la blockchain. Personne n'est véritablement expert aujourd'hui et beaucoup est à rechercher et à apprendre. Et pour ce faire, nous avons créé il y a maintenant 2 ans une formation, un cycle certifiant sur la blockchain avec l'école CREA à Genève, qui est particulièrement intéressant. Donc pour celles et ceux qui souhaiteraient aller un cran plus loin et avoir un certificat sur la blockchain, vous pourrez voir cette formation. Maintenant, nous allons passer au contexte de la blockchain. Alors, le contexte est important avant de rentrer sur qu'est-ce que c'est que la blockchain, pour voir un petit peu où nous en sommes sur cette technologie, quel est le degré d'adoption de cette technologie. Le premier élément de contexte, qui est illustré ici par une publication du World Economic Forum, c'est son impact. Alors, vous voyez peut-être pas très bien à l'écran, mais nous avons encadré deux points particuliers. Le premier, c'est que le WEF considère que 10% du PIB mondial sera enregistré sur une blockchain d'ici 2025. 10%, c'est colossal, c'est plus de 8 000 milliards de francs suisses qui seront enregistrés sur une blockchain et qui pourront être échangés via un registre décentralisé. Toujours selon le WEF, c'est le deuxième encadré, ce chiffre pourrait passer de 10% à 50% d'ici 2050. Donc on voit qu'on a une adoption qui va se faire de façon relativement importante dans les prochaines années. Et aujourd'hui, il est possible de considérer que nous sommes dans un équivalent des années 90 de l'Internet et que finalement, à cette époque-là, personne ne savait vraiment ce qu'était Internet. Ça ne fonctionnait pas très, très bien. Tout n'était pas encore en place. Ceux qui travaillaient dans ce secteur étaient souvent pris pour des fous. Et aujourd'hui, tout le monde utilise Internet sans vraiment se poser de questions ni sur la technologie, ni sur l'historique. Et tout ça s'est fait de façon assez rapide entre les années 90 et les années 2020. Pour la blockchain, ça pourrait aller encore plus vite.
Alors ici, on voit une autre analyse qui montre que finalement, au début, la blockchain, dans les années 2015, 2016, 2017, il y avait peu d'usages. Les usages, c'était principalement les crypto-monnaies. Comme l'évoquait Alexandra, on parlait beaucoup de Bitcoin, d'Ether, des principales pures crypto-monnaies qui existaient à cette époque-là, qui étaient principalement utilisées pour faire de la spéculation. Donc peu d'utilisation concrète pour les entreprises. Et puis depuis 2018, ça a évolué et on voit que cette évolution va être constante et croissante avec des cas d'adoption qui vont se faire de plus en plus dans différents secteurs d'activité. Alors on voit sur la slide suivante que ces secteurs d'activité sont multiples. Le principal, la plus grande partie du schéma, les 41%, c'est tout ce qui est secteur de la banque et du secteur financier. Évidemment, parce que dans ce secteur-là, il se pourrait que toute la tuyauterie, tous les mécanismes fondamentaux soient remplacés par des mécanismes de type blockchain. Et une des illustrations de cela, c'est notamment les États et les banques centrales qui de plus en plus communiquent sur le fait qu'ils pourraient faire de l'émission monétaire sur un socle de type blockchain pour avoir des crypto-monnaies nationales notamment. Donc ça, c'est un des fondamentaux. Après, tous les autres secteurs sont concernés, l'énergie, les gouvernements qui travaillent beaucoup sur cette thématique, le domaine de la santé, notamment pour la traçabilité, tout ce qui est confection, alimentation, biens de consommation, et nous le verrons tout à l'heure avec des exemples plus concrets. Donc, la tendance est bien présente. On voit finalement, et c'est aussi représenté par le nombre de participants à ce webinaire, le nombre d'inscrits et le nombre de participants ce matin, il y a un intérêt sur la blockchain, beaucoup de communication aussi. Mais concrètement, qu'est-ce que la blockchain? Eh bien, pour vous répondre, c'est relativement simple et c'est quelque chose qu'il faut vraiment, et je vais insister là-dessus, essayer de dédramatiser et de simplifier ce qu'on va faire ce matin avec des exemples concrets. Mais ce n'est, entre guillemets, qu'un registre ou qu'une base de données. La seule particularité de cette base de données, c'est les trois éléments qui apparaissent ici, et puis on verra après comment ça peut s'appliquer, mais c'est qu'elle est décentralisée. Donc ça, c'est une caractéristique fondamentale qui va modifier principalement les interactions entre les acteurs de cette base de données. Le deuxième, c'est qu'elle est transparente. Donc, on va pouvoir voir toutes les transactions qui sont effectuées dans cette base de données. Et le dernier, c'est qu'elle est sécurisée. Et depuis sa conception en 2010, avec la blockchain Bitcoin, mais depuis, grâce à des mécanismes notamment de cryptographie avancée, personne n'a pu altérer ce type de base de données. Donc, il existe des milliers de blockchains maintenant. On n'a pas connaissance encore de celles qui seront les plus utilisées dans le futur. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que le socle, et c'est ce que vous voyez en haut à droite ici, c'est une base de données, c'est un registre qui va permettre de faire des enregistrements. Et à partir de ça, on va pouvoir commencer à avoir d'autres interactions avec ce registre, notamment des transactions. C'est-à-dire que si, par exemple, j'ai un Bitcoin et j'ai la propriété de ce Bitcoin qui est enregistré dans ce registre, je vais commencer à pouvoir l'échanger, à faire une transaction de valeur avec n'importe qui, très simplement, donc peer-to-peer, de pair à pair, potentiellement sans l'intervention d'un intermédiaire, pour transférer la valeur d'un actif à une autre personne. On l'a vu tout à l'heure, ce n'est pas valable que pour des actifs. Ça peut être pour des actifs, mais ça peut être aussi pour des créations, pour des problématiques de traçabilité et notamment des enregistrements pour vérifier la conformité de certaines procédures ou certaines étapes. Et un des éléments qui est fondamental, c'est le dernier point, c'est le point sur les smart contracts, c'est qu'on va pouvoir automatiser tout ou partie de ces transactions grâce à un programme informatique qui va s'exécuter
partiellement de façon autonome selon des conditions qui auront été prédéterminées. Donc des conditions simples qui vont s'exécuter et sur lesquelles toutes les parties qui auront accepté une transaction seront confortables avec les conditions. Donc en synthèse, de façon simple, c'est une base de données décentralisée sur laquelle il est possible d'enregistrer des informations, de les partager facilement et d'exécuter des transactions de façon tout ou partie automatique. Alors maintenant, nous allons passer à des cas concrets en débutant par un cas de la conformité. Donc là, on ne parle pas de transactions financières, on parle de conformité avec Nathan et je te laisse la parole, Nathan. Merci beaucoup Vincent pour cette introduction. Merci la CCIG pour l'organisation de ce webinaire. L'objectif de ce webinaire est d'apprendre à mettre en place la blockchain dans votre entreprise. Je vais donc vous partager un exemple concret d'implémentation de projet blockchain réalisé avec plusieurs entreprises ici dans le secteur financier. La problématique est néanmoins assez large puisqu'il s'agit d'un projet de partage d'informations et de documents sécurisés liés à des questions de conformité entre plusieurs acteurs. Donc, nous avons créé la plateforme Weekend Comply. Cette plateforme facilite les échanges d'informations et de documents entre des clients et des entreprises. Ici, les clients sont des gérants indépendants et les entreprises sont les banques. La plateforme se matérialise par un site internet, comme on peut le voir sur la gauche, qui est accessible par un simple navigateur. Il s'agit d'un réseau privé, donc vous devez être autorisé pour pouvoir y accéder. En bref, la plateforme permet à un client, donc ici le gestionnaire indépendant, de saisir et partager des informations similaires à plusieurs banques en même temps et de les mettre à jour facilement. L'entreprise, ici la banque, peut donc valider les informations qui sont reçues. Elle accède à l'information qui est standardisée puisque la plateforme est unique. Elle accède à de l'information qui est de qualité et elle peut donc automatiser une partie des contrôles. Je vais maintenant vous partager la genèse du projet pour comprendre comment nous avons réussi à faire collaborer des acteurs tels que des banques et des gestionnaires indépendants qui sont normalement, on va dire, plutôt concurrents et qui ne sont pas forcément les acteurs les plus réactifs du marché, sans être méchant. Avant de rentrer dans les détails pour donner des clés de lecture pour ceux qui ne sont pas familiers avec le domaine financier, je vais vous expliquer la relation entre gérant indépendant et banque. Donc, le gérant indépendant gère de l'argent pour le compte de clients. Donc, ces gérants indépendants doivent déposer l'argent qu'ils gèrent pour leurs clients auprès d'une banque qu'on appelle banque dépositaire. Donc, comme vous qui ouvrez un compte dans une banque, le gérant indépendant doit montrer patte blanche et être onboardé par la banque et donc partager un nombre important d'informations qui concernent leur société, leur activité, leurs collaborateurs ainsi qu'un nombre important d'attestations. Le gérant indépendant, s'il travaille bien, il gère de l'argent pour plusieurs clients, il va donc avoir plusieurs relations bancaires. Et on parle pour certaines structures de nombre très important de relations bancaires. On va dire qu'une petite structure partage de l'information avec 5 banques, une grande peut partager de l'information jusqu'à plus de 50 banques. Donc, vous imaginez les redondances de traitement qui peuvent être générées par cette situation. Si je reviens maintenant sur la genèse du projet et que je ferme cette parenthèse, je vais vous expliquer comment nous avons réussi à créer ce projet. Tout d'abord, nous avons commencé par des rencontres individuelles. Ici, nous avons identifié dans un premier temps, par des simples conversations, l'identification de toutes les problématiques qu'ils rencontrent. Globalement, les gérants et les banques subissent une augmentation de la charge administrative. Les gérants doivent partager de l'information qui est similaire auprès de chaque banque, mais qui n'est pas standardisée.
il rencontre des difficultés à mettre à jour ces informations puisque cette information n'est pas standardisée et il y a un nombre important de relations. Pour les banques, il y a des contrôles de conformité qui sont importants à mettre en place, comme par exemple le suivi de l'expiration des attestations, de documents, de pièces d'identité. Et ceci est compliqué à gérer. Il s'agit de revues qui sont faites annuellement et qui prennent plusieurs mois de travail. Il y a beaucoup d'échanges par papier et les banques rencontrent aussi des problèmes de qualité des données. Donc voilà, ceci vous donne un peu de contexte dans la création de ce projet. Dans la deuxième étape, nous avons organisé 3 workshops, des workshops qui étaient assez courts, des workshops d'1h30, durant lesquels nous avons approfondi les problématiques soulevées initialement et où nous avons travaillé avec une maquette interactive qui permettait de projeter les utilisateurs dans la solution que nous avons créée. Ceci nous a permis d'aller très vite vers la création de la preuve de concept. Donc là, plus une maquette, mais réellement une plateforme qui est fonctionnelle, qui décrit les fonctionnalités principales que nous avons testées et validées avec les différentes banques et gestionnaires indépendants. Nous avons terminé cette phase et maintenant nous sommes dans la planification du lancement de la plateforme en production. Je laisse passer au slide suivant. Merci. Donc, maintenant, si on rentre dans les détails de fonctionnement de la plateforme, donc pour les gérants indépendants, lorsqu'ils se connectent pour la première fois sur la plateforme, ils vont pouvoir saisir toutes les informations qui sont demandées par les banques. Ces informations ont été standardisées. Ceci permet donc aux gérants de saisir toutes les informations qui concernent donc leur structure, leurs collaborateurs. Ils peuvent aussi télécharger tous les documents demandés de manière unique. Lorsqu'ils souhaitent rentrer en relation avec une banque, ils vont pouvoir sélectionner les informations qu'ils souhaitent partager à une banque et envoyer ces informations. Lorsque la banque va accepter et valider les informations partagées, les gérants pourront alors en tout temps mettre à jour de manière centralisée ces informations. Comme je disais juste avant, vu que ces informations ont été saisies de manière unique, lorsqu'un document devra être mis à jour, même s'il est partagé auprès de 10 ou 20 banques, je prends par exemple un rapport d'audit, le gérant pourra mettre à jour seulement une fois et une fois unique ce document. Nous avons aussi mis en place toute une mécanique de notification qui permet aux gérants de ne pas se soucier des questions de conformité, d'être juste notifiés lorsqu'il y a des actions à entreprendre, par exemple, d'anticiper la mise à jour d'un document. Maintenant, pour les banques, cette plateforme permet donc un onboarding rapide et entièrement digital de leurs clients, qui sont les gestionnaires indépendants. Nous avons mis en place un workflow de validation qui est personnalisable et qui permet, en fonction de la taille de la structure, en fonction du nombre d'acteurs qui vont rentrer dans la validation, de valider les données. Il y a toute une mise en place de revue de l'information qui est partagée, qui est effectuée par les banques. Et cette plateforme permet de simplifier ce processus. Chaque document possède un statut, s'il a été accepté et donc validé ou refusé, ou s'il est en attente de validation. Et il en va de même avec le statut de la relation globale avec leur gérant indépendant. Il y a donc une vue claire sur la conformité de toutes les relations établies. Chaque modification par le gestionnaire indépendant sur la plateforme d'information relative par exemple à sa société ou l'arrivée d'un nouveau collaborateur qui travaillerait avec la banque génère une notification. Et enfin, la plateforme possède une API et donc les plus grandes structures qui possèdent une plateforme qu'ils utilisent déjà dans leur système Weekend Comply va descendre ces informations directement dans la plateforme. Le temps file, il faut que j'avance.
Je laisse passer au slide suivant. Maintenant, d'un point de vue pertinence de la blockchain, donc la blockchain a permis la création d'un environnement qui est sécurisé et d'un environnement qui est entièrement crypté. Un point clé de ce projet est qu'il n'y a pas d'administrateur central de la plateforme. C'est le gérant indépendant qui va charger les informations qu'il souhaite partager auprès de chaque banque et personne n'a une vue globale sur toutes les informations qui est contenues sur la plateforme. Chaque personne a une vue sur les informations auxquelles ils ont un droit de regard. Il s'agit aussi donc d'un réseau privé dont chaque membre est connu. Il ne s'agit pas d'une plateforme qui est publique. Il y a donc un processus d'acceptation sur la plateforme. La blockchain privée permet un partage contrôlé des informations. Donc, comme je vous l'expliquais, un gérant indépendant va mettre en place tout un set d'informations sur la plateforme, mais va partager uniquement un subset d'informations à une certaine banque et un autre subset à une autre banque si nécessaire. Chaque modification d'information génère une transaction sur la blockchain. On a donc une immuabilité qui est parfaite des modifications. Et enfin, l'objectif de cette plateforme est aussi de supprimer les documents PDF qui sont aujourd'hui chargés et de connecter directement ces informations à des registres officiels, comme le registre du commerce, comme l'Office des poursuites, et donc d'automatiser des notifications en cas de changement de statut. Nous avons commencé à créer cette plateforme avec les gérants indépendants. Nous utilisons donc on va dire des données qui sont peu sensibles. C'est des données qui sont presque semi-publiques. L'objectif était d'avoir aucune réticence sur le partage de données. Et nous allons, maintenant que la confiance a été acquise sur cette plateforme auprès des différents acteurs, augmenter la sensibilité des données avec le temps. Donc, inclure des clients qui seront demain des clients institutionnels et après-demain des clients privés. L'objectif de cette plateforme est aussi de partager ces informations auprès des autorités financières, la FINMA, puisque toute cette plateforme contient un nombre important d'informations où nous pourrons générer des documents interactifs si nécessaire. Et enfin, nous souhaitons aussi intégrer la question de la signature digitale dans la plateforme. Voilà, je laisse maintenant la parole à Jules. Merci beaucoup. Merci Nathan. Passons maintenant donc à notre deuxième cas d'usage de traçabilité et redistribution de valeur sur une chaîne de production à travers un de nos projets avec Equal Profit. Alors tout d'abord, pour vous donner un peu de contexte, qu'est-ce que Equal Profit? Equal Profit, c'est un label. Leur mission, c'est de permettre une meilleure distribution des profits pour des produits tels que le café ou le chocolat, en donnant le plus possible d'autonomie aux acteurs de la chaîne de production. Pour cela, ils cherchent à redistribuer les profits proportionnellement au coût pour tous les acteurs sur une chaîne de production. Sauf que pour faire ça, il faut un tiers de confiance avec qui tous les acteurs d'une chaîne de valeur veulent bien travailler et avoir confiance en ce tiers pour calculer le coût de chacun, fixer le prix de vente, redistribuer les profits, etc., etc. On en vient donc fondamentalement à un problème de confiance et de gestion de l'information. Equal Profit veut régler ce problème grâce à la blockchain et donc nous avons travaillé avec eux pour définir leurs besoins, analyser où la blockchain était pertinente et finalement développer leur plateforme web. Ce que je vous propose, c'est de vous présenter les 4 étapes du processus où la blockchain intervient et pourquoi est-ce qu'elle est pertinente. La première étape du processus où la blockchain intervient, c'est sur la validation des informations financières de pair à pair. C'est une partie très importante de l'utilisation de la plateforme. Les acteurs rentrent sur leur plateforme les coûts financiers avec des pièces justificatives. Et ici, les fonctionnalités de registre sécurisé et de traçabilité de l'information sur la blockchain permettent le partage de ces informations et la validation de pair à pair. Alors, ce que ça veut dire, validation de pair à pair, si on prend ce schéma simplifié, c'est-à-dire que pour le grossiste, par exemple,
seul le fermier et le vendeur voient le détail de leurs coûts. Sur une chaîne de production classique avec beaucoup plus d'acteurs, cela permet de créer une chaîne de confiance où chacun va valider les informations financières de l'autre. La deuxième étape où la blockchain intervient, c'est sur la traçabilité du produit. La fonctionnalité ici d'horodotage et de transparence est primordiale et la traçabilité se fait en transparence avec tous les acteurs de la chaîne. Elle permet de suivre l'évolution de la production premièrement, mais comme la blockchain elle est transparente, on va pouvoir aussi à terme partager ces informations avec le client final qui aura confiance dans l'origine du produit à travers la technologie sous-jacente. La troisième phase où la blockchain intervient, c'est sur la validation du prix de vente. Les acteurs, comme ils ont partagé leurs coûts et qu'ils ont confiance en les coûts de chacun grâce à la validation de pair à pair, ils vont pouvoir fixer un prix qui est équitable pour eux en connaissant leurs coûts respectifs et compétitif aussi pour le client final. Enfin, la dernière étape où la blockchain intervient, c'est sur la redistribution des profits et aussi la transparence vis-à-vis du client final sur l'origine des produits. Et en fait, sur la bonne application des principes du label Equal Profit. Ici, ça va être moi qui, en tant que client, ai confiance en la technologie sous-jacente, la blockchain, derrière la plateforme, derrière le label, pour que les informations ne soient pas manipulées par un acteur et pour que je puisse m'assurer de la bonne distribution du profit. Ce qui est intéressant sur ce projet, mais de manière générale sur la blockchain, c'est comment elle permet de partager de l'information de manière parfois asymétrique, comme on voit sur les premières étapes, mais aussi parfois avec tous les acteurs, comme sur la traçabilité ou avec le client final, et de régler ces problèmes de confiance et de traçabilité. En fait, nous développons pour le client une plateforme en ligne qui va permettre aux acteurs de travailler ensemble, d'avoir la blockchain comme tiers de confiance présente seulement dans le back-end de la plateforme et aussi de communiquer certaines de ces informations avec le client final. Je veux mettre un accent sur le fait que la plateforme est extrêmement pratique à utiliser, mais que pour les participants, ça permet quand même de débloquer grâce à des fonctionnalités de la blockchain, de nouvelles manières de collaborer, de communiquer, de fixer ses prix, etc. Voici pour le deuxième cas de traçabilité et de redistribution de valeur. Je passe maintenant la parole à Sébastien Flack pour un troisième cas de vente et échange d'actifs illiquides. Merci beaucoup, Jules. On vient de voir en fait certains cas d'application de la blockchain. On a vu que c'était un registre décentralisé, que ça permettait l'échange d'informations ou de valeurs de pair à pair. En fait, la tokenisation est vraiment en fait une des applications que l'on peut faire de la blockchain. Alors, juste comme rappel, la tokenisation, c'est en fait la création d'une représentation numérique d'un actif sur une blockchain. En soi, on inscrit en fait un actif et les droits liés à cet actif sur un jeton numérique qu'on va appeler le token. Et grâce à ce token, on va pouvoir l'échanger de pair à pair, donc entre deux parties, sur une blockchain d'une manière instantanée et sécurisée. Dans ce token, on va pouvoir inscrire des droits liés à une propriété, un titre de propriété, un actif financier ou tout autre actif que l'on pourrait tokeniser. Souvent, quand on parle de la tokenisation, en fait, on pense directement à technologie. Et sur le slide suivant, vous allez voir que la technologie, en fait, n'est qu'un composant de la tokenisation. Si on veut rentrer dans un processus de tokenisation, effectivement, il faut considérer la technologie. C'est la petite box qu'on voit tout en bas. Mais d'abord, il y a l'actif. Est-ce que l'actif que l'on souhaite tokeniser est tokenisable ou non? Est-ce qu'on a pris en considération la structure? Est-ce qu'on a besoin de structurer cet actif via un véhicule d'investissement ou est-ce qu'on peut tokeniser l'actif en direct? La législation. On sait que tous les pays n'ont pas encore harmonisé leur réglementation et leur législation sur tout ce qui est actifs digitaux. La FINMA était très proactive. Elle a classifié vraiment les tokens en tant que titres de donc les actifs digitaux de paiement, d'utilité ou les titres, mais d'autres pays en fait ne sont pas encore à ce niveau-là. On a besoin de tout ce qui est service légal,
donc de tout ce qui est cabinet d'avocats qui va aider le projet de tokenisation à voir le jour avec des contacts réguliers avec le régulateur. Si on parle d'un actif financier, est-ce que l'échange de pair à pair passe obligatoirement par un processus d'identification? Le No Customer, le KYC, comme on a l'habitude de l'entendre dans les banques, est-ce que ça a été pris en considération ou pas? La partie distribution, on ne distribue pas un token, on ne fait pas la promotion d'un token comme on pourrait faire la promotion d'une villa, d'une part de fonds ou de tout autre actif. Et enfin, l'échange de pair à pair. À l'heure actuelle, le marché secondaire pour un actif digital, pour un token, n'est pas encore réglementé. Or, je pense que tout investisseur, s'il investit dans un actif, son but est potentiellement de pouvoir le revendre. Mais s'il ne peut pas le revendre d'une manière automatisée, légale et compliant, cela va poser un problème. Donc, on voit que la tokenisation, c'est beaucoup de services liés et pas seulement la partie technologique. Ce qu'on a essayé de faire avec We Can Tokenize, c'est vraiment de créer une plateforme qui gère de manière globale toute cette chaîne de valeur. Voilà. Donc, on a créé une plateforme qui va de l'identification de l'investisseur jusqu'à la gestion et l'émission des tokens, de cet actif digital. Donc, en allant sur la plateforme, l'investisseur va tout d'abord devoir passer ce qu'on appelle le KYC, devoir s'identifier. Preuve de résidence, passeport, d'où viennent les fonds, comment il a généré sa fortune, tout ce qu'en fait les services bancaires traditionnels demandent à chaque client. Ensuite, on a voulu vraiment créer cette interface d'une manière simple et intuitive pour que la partie technologique, on puisse complètement l'oublier en tant qu'investisseur, que ce soit quelque chose qui soit très simple à utiliser, tout automatisé et qui permette vraiment à l'investisseur de pouvoir avoir accès à des transactions immobilières ou autres d'une manière simple, sécurisée et tout à fait transparente. Et ensuite, intervient la blockchain où là, on a utilisé les smart contracts, donc ces contrats auto-exécutants qui vont permettre l'émission de ces tokens et d'insérer dans ces smart contracts, ces contrats auto-exécutants, des clauses et des droits liés à la détention et à la gestion de ces tokens. La plateforme We Can Tokenize, si on va sur le site internet, d'abord, elle est destinée à l'immobilier. Pourquoi l'immobilier? Parce que, premièrement, nous comprenons l'immobilier, c'est un énorme marché et surtout, c'est un marché qui est très peu liquide avec énormément d'intermédiaires. Et la blockchain permet vraiment de diminuer le nombre d'intermédiaires et surtout de diminuer les frais liés à des investissements immobiliers. À l'heure actuelle, si vous voulez investir dans l'immobilier, soit vous investissez en direct, ce qui demande un certain capital de départ, soit vous investissez dans un fonds d'investissement ou dans un véhicule d'investissement immobilier. Mais là aussi, la barrière à l'entrée, elle est plutôt élevée. Les frais à l'entrée sont assez élevés et il y a un grand nombre d'intermédiaires. Et surtout, vous devez comprendre ce qu'est un véhicule d'investissement, un fonds d'investissement, ou tout autre véhicule qui permet d'investir dans l'immobilier. Ce que nous avons essayé de faire, c'est vraiment de simplifier au maximum le processus. Alors qu'on aurait pu tokeniser directement les biens immobiliers, malheureusement, en Suisse, on ne peut pas encore à l'heure actuelle tokeniser le bien en direct. On a essayé d'imaginer le moyen le plus simple de pouvoir investir dans une transaction immobilière et de tokeniser en fait cette transaction immobilière en considérant différentes juridictions. Et c'est de là où on a créé un véhicule d'investissement. Ça, c'est le prochain slide, Jules, s'il te plaît. On a créé un véhicule qui permet d'investir directement dans un compartiment du véhicule. Donc, c'est un véhicule luxembourgeois, un véhicule de titrisation qui permet donc à l'investisseur de pouvoir, via la plateforme, pouvoir investir dans un compartiment qui est spécifique à une transaction immobilière. L'intérêt de ce véhicule de titrisation, c'est que c'est un véhicule tout à fait classique pour le monde financier. Pour chaque investisseur, on comprend ce qu'est un fonds d'investissement ou un véhicule de titrisation, ou pour le marché retail, ce n'est pas quelque chose qui est très complexe. On crée une société, cette société investit dans un actif et cette société va être tokenisée. Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons tokenisé en fait les actions ou les obligations émises par cette société. L'investisseur va en fait acquérir une action ou une obligation d'une société d'une manière tout à fait classique, sauf qu'au lieu de recevoir une version
papier ou un scan ou un PDF de son action ou de son obligation, il va recevoir un token. Et dans ce token, grâce au smart contract, nous avons inséré toutes les clauses liées et les conditions et les droits de gestion liés à l'investissement immobilier. Il y a un lien direct entre le token et l'actif sous-jacent. Donc l'investisseur, en passant par la plateforme, va être identifié et donc la plateforme va l'autoriser ou non à investir dans une transaction immobilière. Une fois qu'il a été identifié, il pourra choisir le compartiment et l'actif dans lequel il souhaite investir et ainsi, il va pouvoir investir directement dans l'actif qu'il décide. S'il décide d'investir dans un fonds, en général, il est noyé avec tous les autres investisseurs. Là, il choisira lui-même le compartiment, l'actif sous-jacent dans lequel il veut investir. Et avant, on parlait de transparence, on parlait d'échange en fait, de pair à pair. Sur le prochain slide, on vous a mis une impression d'écran sur une des transactions que nous avons effectuées pour le groupe Capelli. Le groupe Capelli souhaitait lever un peu plus que 3 millions pour financer un projet immobilier. Donc, c'était une obligation émise par le groupe Capelli. Donc, en apportant ce projet sur la plateforme, nous avons réussi à tokeniser ou à lever 3,1 millions auprès de 8 investisseurs. Et c'est là où on revient sur la transparence. Sur la droite de l'écran, on voit ces 8 adresses qui détiennent un certain nombre de tokens, chaque token équivalent à 1 euro. En tokenisant cette obligation, en passant par le compartiment, les investisseurs ont été identifiés. Donc, la plateforme et les gestionnaires de la plateforme connaissent exactement les investisseurs. On connaît l'identité de chaque investisseur et on connaît également le nombre de tokens, donc leur investissement dans ce projet. Ce projet, 3 millions, ont été financés en l'espace de 5 jours auprès donc de 8 investisseurs qui sont des investisseurs qualifiés. Mais on voit la pertinence là de la blockchain où on a réduit considérablement le temps pour ces investisseurs d'investir dans un projet. On a en tout temps l'identité de ces investisseurs d'une manière digitale et surtout, on connaît en tout temps le nombre de nos investisseurs avec leur investissement. Voilà pour la partie tokenisation. Je crois qu'il y a maintenant la partie relative aux questions. Je laisse peut-être la main pour les questions. Oui, merci beaucoup. Alors, je vous rappelle que les questions peuvent être, doivent être posées dans la partie Q et R si vous avez Zoom en français ou Q&A si vous l'avez en anglais. Moi, j'aimerais pour chacun ma question s'adresse aussi bien à n'importe lequel d'entre vous. Vous nous avez présenté des utilisations différentes, mais finalement, les utilisations, elles sont restées relativement anonymes. Est-ce que vous pouvez nous donner rapidement quelques cas pratiques de PME qui ont utilisé l'une ou l'autre de ces solutions? Et puis, je crois qu'on peut arrêter le partage d'écran. Merci. Alors, qui veut répondre en premier? Alors, je vais peut-être commencer et comme ça permettra à Nathan de compléter sur Comply. Mais là, on a un exemple assez concret d'utilisation des PME, c'est qu'on est en train de travailler avec les organisations du Grand État de Genève, les organisations publiques. Donc, de façon très concrète, c'est les HUG, l'aéroport, le canton, l'hospice général, les TPG, etc. Pour faciliter tout le processus de gestion des appels d'offres et notamment lié à la conformité pour les PME. Et il y a eu plusieurs échanges avec les PME sur ce processus-là. Vincent, on te perd un peu. Ah, désolé, vous m'entendez? Je crois que c'est revenu. Vous m'entendez mieux? Alors, désolé pour la… c'est que les pouvoirs partager tous leurs documents de conformité à différentes organisations depuis une seule interface grâce à la blockchain. Donc ça, c'est un exemple très concret. Et je laisse peut-être Nathan continuer sur le deuxième exemple concret qui va là s'appliquer à la profession plus de bancaire et financière. Donc, sur la question bancaire et financière, les participants aujourd'hui sont les grandes banques majeures de la place. Je ne peux malheureusement pas aujourd'hui officiellement vous communiquer leur nom.
Mais il s'agit des banques majeures de la place genevoise et un nombre important de gestionnaires indépendants qui permettent donc qui utilisent cette plateforme aujourd'hui en test et avec qui on planifie la mise en production pour janvier. Merci. Jules, peut-être? Alors, l'exemple qui me vient à l'esprit, c'est aussi à travers Equal Profit. On parlait des différents acteurs sur la chaîne de production, où quand on a des fermiers, des grossistes, des revendeurs, des transporteurs, là aussi, on a affaire à des PME qui utilisent la blockchain pour communiquer entre elles, s'auto-organiser et retravailler leur chaîne de création de valeur. Je vois qu'on a une question aussi pour Sébastien. Sébastien, si ça t'intéresse, je la lis et puis tu y réponds. Bien sûr. Donc, c'est une question de Denis. Quels sont les frais qui sont liés à la structure de titrisation? Alors, les frais liés à la structure de titrisation et donc de tokenisation, en fait, sont prélevés au niveau du promoteur immobilier ou du porteur de projet. En fait, il n'y a aucun frais prélevé pour l'investisseur, qu'on appelle le token holder ou le porteur de l'actif digital. On va prélever des frais pour le promoteur immobilier ou le fonds d'investissement qui souhaite tokeniser son actif. Et ça va considérer, ça va prendre en compte en fait la partie due diligence du projet, la partie donc d'analyse de ce projet, la partie technique pour coder les smart contracts, pour utiliser cette plateforme, et ensuite la partie de distribution pour pouvoir lever des fonds. Donc, il n'y a pas un schéma standard en fait de frais. Volontiers, en fait, vous pouvez nous adresser une demande. Je pense que nos coordonnées seront mentionnées. On analyse volontiers le projet et on vous donne un fee, en fait, un devis sur la partie de titrisation et tokenisation. Maintenant, si je peux juste donner un exemple en fait, sur les PME qui utilisent la blockchain justement par rapport à la tokenisation, on a vu récemment en fait, une PME suisse donc, qui était active dans tout ce qui était biotech, qui elle a utilisé en fait, la blockchain pour une levée de fonds. Donc, elle a en fait tokenisé ses actions pour attirer des nouveaux investisseurs. Elle aurait pu le faire d'une manière tout à fait classique en allant voir des banques ou des fonds d'investissement. Elle a voulu déjà aller en fait dans le côté digital en tokenisant ses actions pour pouvoir attirer des nouveaux investisseurs. Ça a permis en fait de diminuer la couche de frais pour la levée de fonds. Ça a permis de digitaliser tout ce processus en fait d'investissement et au niveau de la société et au niveau des investisseurs. Mais si on reste dans cet exemple, dans ce type d'exemple, par exemple, admettons, je suis une start-up, mais je ne suis pas en train d'émettre des actions, enfin, je n'ai pas cette taille-là, et puis je suis une start-up avec une petite innovation peut-être commerciale, disons pas une innovation technologique. J'ai bien entendu, surtout actuellement, besoin de fonds. Est-ce qu'au fond, la tokenisation pourrait être une alternative plus sûre au crowdfunding? La tokenisation et le crowdfunding sont effectivement très liés. Maintenant, on voit souvent des porteurs de projets qui viennent nous voir pour tokeniser leur levée de fonds. La tokenisation ne répond pas à tous les besoins en fait et ne va pas réussir à faire une levée de fonds de 500 000 € ou 1 million directement. En fait. Il faut juste considérer que les investisseurs ne maîtrisent pas encore tout à fait ce processus de tokenisation. Ça leur fait un petit peu peur. Donc d'abord, on doit leur expliquer ce qu'est une tokenisation, une représentation digitale ou numérique d'un actif. Mais surtout, en fait, ça va être le sous-jacent qui va être très important. Pour n'importe quel investisseur, il va vouloir être confortable avec le projet, le produit, l'actif dans lequel il investit. Donc, en fait, la tokenisation, c'est simplement un changement de tuyauterie entre une société et un investisseur ou entre un actif et un investisseur. Maintenant, est-ce que c'est plus sûr que le crowdfunding? Je pense que c'est l'évolution naturelle par rapport aux plateformes de crowdfunding, mais l'intérêt surtout de la tokenisation sera l'échange de pair à pair lorsque le marché secondaire sera actif. Le crowdfunding, c'est une sorte d'investissement privé ou un investissement privé. Et si vous voulez sortir de cette plateforme de crowdfunding, vous devez trouver un nouvel acquéreur qui va racheter votre investissement. Là, le fait de pouvoir lister un token sur un exchange, sur une place d'échange, va vous permettre d'avoir une meilleure liquidité et de pouvoir plus facilement revendre votre investissement. Merci beaucoup.
J'aimerais poser une question générale qui s'adresse à chacun de vous. Finalement, quand on vous écoute dans vos différentes présentations, les deux grands mots qui reviennent, c'est la transparence d'une part et puis la sécurité ou la sécurisation d'autre part. Moi, j'ai presque envie de vous demander, mais est-ce que c'est pas contradictoire finalement? Parce que soit je suis transparent, soit je ne le suis pas. Alors vous me direz oui, mais on est transparent que pour ceux qui ont droit d'aller voir en fait. Bon. Puis la question liée ou sous-jacente, à partir du moment où des données reposent quelque part, elles sont forcément par définition vulnérables. Donc finalement, la sécurisation, oui, bon, jusqu'à quel point? Alors, peut-être pour commencer à répondre, avec un exemple concret de ce qui a été fait au canton de Genève, quand on parle de sécurisation, ça va être de sécurisation du stockage des transactions. Mais l'information et les documents ne sont pas stockés sur la blockchain. Et ça, c'est un élément qui est vraiment important à comprendre. C'est que c'est pas un cloud, c'est pas un système de serveur, c'est juste un registre qui va permettre de voir les différentes transactions qui ont été faites. Et au registre du commerce du canton de Genève, il y a par exemple une expérimentation sur l'émission de documents authentiques ou de documents certifiés conformes. Et on avait la preuve d'authenticité grâce à la blockchain. Mais sur la blockchain, il n'y avait aucune information sur la personne qui faisait une demande, sur le document à proprement parler. Et il fallait avoir un droit de vérification de la preuve d'authenticité. Donc ça, c'est quand même un élément important à comprendre, c'est que dans la sécurité, c'est plus la sécurité de l'administration. On ne va pas pouvoir altérer les informations. Mais par contre, les documents ou les données ne sont pas, a priori, souvent inscrites directement sur la blockchain. Quand Sébastien parlait de tuyauterie, la blockchain, il faut un peu la voir comme ça. C'est un mécanisme de tuyauterie. Et nous, on est un peu des plombiers et on va juste faire des branchements qui sont un petit peu différents et qui vont simplifier ce partage d'informations. Par contre, ça veut dire que les documents, les informations doivent être stockés et sécurisés avec les mêmes standards de sécurité que l'on peut avoir dans son entreprise de façon très traditionnelle. L'un de vous souhaite-t-il ajouter quelque chose? Je pense qu'il y a un élément qui est très important au niveau de la sécurité, c'est la gestion des clés. Quand on parle de Bitcoin, quand on parle de token, en fait, on parle à chaque fois d'un portefeuille digital, ce qu'on appelle un wallet. C'est là où va être déposé en fait l'actif numérique. Et lié à ce portefeuille digital, il y a bien évidemment l'accès à ce portefeuille qui est donné par une clé privée. On a entendu souvent dans la presse, dans les informations, un vol de certaines clés privées ou le fait que des portefeuilles, des places d'échange ont été en fait hackées. Il est clair que la gestion de cette clé privée est un point qui est très sensible. Et on voit de plus en plus maintenant de banques ou d'institutions financières qui reçoivent l'autorisation de la FINMA ou du régulateur pour pouvoir gérer les clés privées pour certains de leurs clients. Donc, je dirais que la gestion des clés privées, c'est exactement comme la gestion de votre e-banking. Vous n'allez pas donner en fait à votre voisin vos codes d'accès sur votre e-banking. On se fait tout un monde en fait de la gestion des clés privées, mais ça fait partie aussi du bon sens. Maintenant, si on parle de la tokenisation, on nous pose souvent la question, mais si quelqu'un maintenant vole ma clé privée, il va avoir accès en fait à mes titres de propriété de mon investissement. Oui et non. Comme on parle d'un titre, en anglais un security token, donc un token d'investissement, nous, en tout temps, nous savons exactement qui est le porteur de ce titre. Donc si maintenant Vincent a investi dans la société et que Jules lui a volé son portefeuille digital ou sa clé privée et vient nous voir en disant « voilà, c'est moi l'investisseur », nous, en tout temps, nous savons exactement que ce portefeuille est associé à Vincent et que nous devons rendre des comptes ou payer des dividendes à Vincent et non à Jules. Donc, il y a des informations, comme disait Vincent tout à l'heure, qui sont sur la blockchain, d'autres qui ne le sont pas. Grâce à l'interface We Can Tokenize, on a accès à des informations que l'on met sur la blockchain, l'adresse publique typiquement. Maintenant, tout ce qui est documents d'identification, passeport, identité de l'investisseur, cela bien évidemment n'est pas sur la blockchain et en tout temps on peut faire
comment je vais dire ça, le rapprochement entre l'adresse publique et notre investisseur. Donc, il y a quand même en fait une sécurité sur cet investissement. Merci. Précision. Nathan, je vois que vous avez activé votre micro. Vous vouliez ajouter quelque chose? Je voulais ajouter un point sur la question justement du partage des données. Donc, je ne vais pas contredire ce que dit Vincent, je vais le compléter. Ce qu'a dit Vincent est très vrai sur la question des blockchains publiques qui est utilisée dans le cadre du canton de Genève. Si je prends maintenant le cas de Weekend Comply, nous utilisons une blockchain privée et là, nous mettons les informations et les documents sur la blockchain. Et si je compare aujourd'hui Weekend Comply par exemple avec un Google Drive, pour donner un exemple très concret, aujourd'hui, quand vous souhaitez partager de l'information à quelqu'un à travers un Google Drive, vous allez charger votre information sur un serveur et quelqu'un ou plusieurs personnes auront accès à ce serveur et cette information va être copiée à plusieurs endroits dans le monde. L'avantage d'utiliser une solution blockchain, et là je parle d'une blockchain privée uniquement, c'est de pouvoir garder un contrôle total sur la donnée qui est partagée. Dans une blockchain privée, donc par exemple en tant que gérant indépendant, lorsque je vais charger les informations de ma société, de mes collaborateurs, mes documents, lorsqu'il n'y a aucune relation qui est établie avec aucune banque, toutes ces données restent sur mon serveur, mon nœud de la blockchain. À partir du moment où je vais partager cette information à une banque, à deux banques, à trois banques, ces données vont être copiées aux trois banques avec qui je suis en relation pour assurer la cohérence de ces données. Mais si ce réseau de gestionnaires indépendants et de banques contient 1000 membres, il n'y aura que les membres avec qui je suis en relation qui auront accès à ces données et qui posséderont une copie de ces données. Donc là, je pense qu'il y a vraiment une grande évolution sur justement le contrôle et la maîtrise du partage des données qu'on effectue. Une participante dit « J'ai de la peine à comprendre les possibilités dans le modèle économique des blockchains. La PME à la recherche d'investissement, par exemple, ne peut pas payer ses employés en tokens. Pour les crypto-monnaies, c'est facile de transférer, mais encore compliqué à convertir et à vendre. Donc, est-ce que la blockchain peut aider à développer un modèle d'affaires ?» C'est une question intéressante et dans beaucoup de cas sur lesquels nous sommes amenés à travailler, c'est une des problématiques encore aujourd'hui. C'est que les crypto-monnaies qu'on connaît, Bitcoin, Ether, les principales, déjà sont des crypto-monnaies qui sont instables, qui ont une forte volatilité. Donc, on peut difficilement payer ces équipes, payer chez un commerçant en Bitcoin ou en Ether. À un certain moment, on a cru que ça allait être possible, mais les frais de transaction sont importants et la volatilité n'est pas possible. Donc, il y a un élément qui n'est pas encore existant et qui va accélérer l'adoption des modèles économiques liés à la blockchain, ça va être les crypto-monnaies nationales. Il y a plusieurs banques centrales qui sont en train de travailler dessus. Pour donner une illustration, on est en train de répondre à une sollicitation de la Banque de France qui va faire un test sur une crypto-monnaie nationale en euros. Il y a plusieurs pays, notamment en Allemagne, qui ont commencé à travailler sur ce sujet-là. La Chine a lancé sa crypto-monnaie nationale avec une expérimentation assez large. Donc, tant qu'on n'a pas ça, cela va être relativement difficile de pouvoir avoir une économie qui est basée sur la blockchain et sur des échanges de type monétaire via la crypto-monnaie. Et ça limite aussi le champ des possibilités d'utilisation. Il y a des solutions, mais ces solutions peuvent être parfois effrayantes. Par exemple, en Suisse, on a un crypto suisse franc qui existe déjà, qu'on peut acheter, qu'on peut vendre, qui est totalement indexé sur le franc suisse. Mais est-ce que des personnes aimeraient être payées en crypto suisse franc aujourd'hui? C'est pas certain.
Pourtant, il est totalement corrélé. Donc, tant que ce n'est pas encore géré, administré par des États, par des banques centrales, l'adoption va être limitée et ce point est tout à fait justifié. C'est une très bonne question. Jules? Ah, micro. Par rapport à ce que disait Vincent sur les monnaies nationales, peut-être aussi ajouter par-dessus, on parle de monnaie nationale, donc de monnaie issue par les banques centrales. On pourrait aussi parler des monnaies telles que Libra, projet qui veut s'installer à Genève et qui veut aussi essayer de populariser l'utilisation des cryptos. Mais je crois qu'il y a un point de la question que vous n'avez pas vraiment traité. Est-ce que la blockchain peut me servir de base pour le développement, à moi, PME, pour le développement d'un nouveau modèle d'affaires? En quoi ça pourrait m'aider? Alors là, ça c'est… Ouais. Alors je parle sous le contrôle de Vincent. On lui donnera la parole après. Mais là, effectivement, les PME, il y a un grand intérêt sur la blockchain, notamment dans les aspects de désintermédiation, parfois sur certaines applications qui permettent de débloquer des nouveaux modèles d'affaires. Ça peut permettre aussi de se rapprocher énormément de ses clients ou bien de ses fournisseurs, comme à travers l'exemple de EP ou de Equal Profit, pardon, l'exemple dont on a parlé tout à l'heure, où des nouvelles méthodes de coopération et d'échange d'informations permettent de créer des nouvelles manières de créer de la valeur. Vincent, tu veux rajouter quelque chose? Ouais, peut-être juste pour compléter, quand on disait qu'on est dans les années 90 de l'Internet, ça veut dire que toutes les applications qui vont utiliser la blockchain dans les prochaines années sont à créer. Donc, on est dans un monde, entre guillemets, d'opportunités avec la blockchain parce qu'il faut créer ces applications. Aujourd'hui, il y a peu d'acteurs qui arrivent vraiment à comprendre les subtilités, comment l'utiliser. Mais les business models vont fortement évoluer. On l'a vu avec Internet, où il y a eu une émergence de plein de nouveaux business models, y compris avec un socle gratuit pour certaines utilisations, ce qui a permis des adoptions très rapides et des monétisations très différentes en vendant de la publicité ou de la data. Et la donnée est devenue un petit peu centrale avec Internet dans beaucoup de business models. Avec la blockchain, ça va être pareil. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de business models qui vont émerger, certains qu'on ne connaît pas encore. Donc, pour des dirigeants de PME ou des entrepreneurs, ça laisse un champ d'application qui est très important. Aujourd'hui, c'est très difficile d'imaginer le monde dans 5 ans avec l'utilisation de cette technologie en particulier, mais surtout des business models qui pourraient être liés à cela. Alors, bon, on a parlé de ce à quoi la blockchain peut aider, mais on n'a pas parlé de son coût. Combien ça coûte la blockchain? Alors, peut-être un premier élément de réponse qui pourrait être complété selon les typologies de blockchain. Nathan a évoqué juste avant blockchain privée et je pense que c'est intéressant à parler de cela maintenant. La blockchain, donc il y a 2 catégories, publique et privée. Publique, ça veut dire que l'infrastructure est publique. Donc là, on parle de Bitcoin, Ethereum, et ça veut dire que n'importe qui, tous les participants de ce webinaire pourraient créer une blockchain et être tous des nœuds qui vont enregistrer les transactions. Sur les blockchains publiques comme Bitcoin et Ethereum, le coût de transaction est quasiment nul. Et pour illustrer ça, aussi avec un exemple concret, si je reprends l'exemple du canton de Genève avec le registre du commerce, le budget annuel pour enregistrer toutes les transactions de tous les actes authentiques du registre du commerce sur 1 an, c'était 50 francs de transactions sur la blockchain Ethereum. Donc, toutes les transactions pendant 1 an coûtaient 50 francs de transactions sur la blockchain. Le coût marginal est quasiment nul. Donc, ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Et c'est aussi une évolution de la technologie. Au tout début d'Internet, il fallait avoir ses propres serveurs. C'était très coûteux, très long. Ensuite, on a commencé à avoir du cloud.
Et là, maintenant, on a un cloud qui est distribué, partagé, avec une infrastructure qui coûte quasiment rien sur les blockchains publiques. Et peut-être que Nathan peut compléter avec la blockchain privée. Alors, sur la question de la blockchain privée, donc à la grande différence de la blockchain publique, une blockchain privée, les acteurs, il s'agit d'un réseau qui est fermé d'acteurs, chaque acteur est connu. On supprime alors la question du manque de confiance de la personne avec qui on effectue une transaction. Et aujourd'hui, la vérification d'une transaction, le coût est lié en fait au fait que l'on ne connaît pas la personne avec qui on effectue une transaction. C'est une ID qui n'est pas déchiffrable. Sur une blockchain privée, je sais avec qui je fais une transaction, je sais avec qui je partage un document. Je n'ai pas besoin donc de vérifier avec qui j'effectue cette transaction. La seule chose dont j'ai besoin de m'assurer, c'est que les informations qui sont partagées au sein de mon réseau sont cohérentes. Donc, la réponse au coût de transaction est très simple. Pour une blockchain privée, il est nul. Voilà. Un participant demande ce que signifie réellement la décentralisation dans une blockchain privée. Alors, au niveau de… Quand je vais prendre cette question. Donc, quand on parle d'aspect décentralisé, on parle de la décentralisation de l'accès à l'information. Ça veut dire que si je reprends l'exemple du Google Drive, aujourd'hui, si je souhaite partager de l'information, non, je vais l'expliquer un peu différemment de manière plus claire. Pardon. Aujourd'hui, l'alternative à une solution comme Weekend Comply est une plateforme qui permet de donner à quelqu'un l'accès à la gestion de mes données et que quelqu'un gère ces accès de manière centralisée. Ça veut dire que je vais demander à un prestataire externe de gérer les données, de gérer les accès et l'objectif d'une plateforme utilisant une blockchain privée et que les données qui me concernent restent uniquement chez moi et qu'il n'y ait aucun acteur qui ait la main sur toutes les données qui sont disponibles sur la plateforme. On a donc une espèce de composition et de partage d'informations qui concerne uniquement les acteurs qui ont un droit de regard sur ces informations. Mais finalement, si je comprends bien, ça veut dire que l'élément de sécurité réside dans cette fragmentation des informations. Parce qu'au fond, pour posséder la totalité, il faudrait mettre la main sur chacun des petits morceaux. Il faudrait que chaque acteur donne accès à toutes les informations qu'il possède. Sinon, ces données ne seront ou qu'il se les fasse voler. Pardon? Ou qu'il se les fasse voler. Il ne peut pas vraiment se les faire voler. Disons, la seule faille de sécurité qui est possible sur une plateforme comme celle-ci, c'est si quelqu'un usurpe l'identité lors de la connexion. Et ça, c'est vrai pour toutes les plateformes Internet, blockchain. Cette question-là reste, la question de l'authentification reste clé dans ces plateformes. Après, il y a des manières très fortes de limiter ces accès, par exemple en créant un réseau qui n'est pas Internet, mais des réseaux qui sont internes, en augmentant les processus de validation, de vérification, d'authentification via l'utilisation d'un téléphone lors d'une connexion, par exemple. Mais voilà. Merci. Quelqu'un pose la question de la possibilité d'une plateforme qui soit publique-privée. Alors, c'est une question intéressante. Donc, je vois plateforme hybride public-privé. J'imagine qu'il veut dire blockchain public-privé. Effectivement, ce concept de blockchain hybride existe. Et là, on a des blockchains publiques où tout le monde peut émettre des transactions, regarder des informations, et à l'inverse, des blockchains privées où seuls les membres peuvent émettre des transactions et les valider.
Dans une blockchain hybride, on peut imaginer un mélange des règles entre ces deux opposés en fonction de l'application dont on a besoin. Donc, on peut imaginer une blockchain hybride, par exemple, où tout le monde aurait accès aux transactions pour les voir, mais les transactions devraient être validées par des membres d'autorité sur cette blockchain. Et ça serait l'aspect privé. Mais ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que dans ce concept de blockchain hybride, on peut vraiment essayer de créer les règles que l'on veut. Merci. Le participant qui posait la question tout à l'heure sur la décentralisation, visiblement, Nathan, vous ne l'avez pas complètement convaincu. Est-ce que We Can Comply a la main sur les données? Alors, je m'excuse si je n'ai pas été assez clair sur cette question et je remercie Nicolas d'insister sur ce point. La réponse est très simple. Non, We Can Comply, donc on va dire nous, constructeurs de la plateforme, à aucun moment nous avons accès aux données. Donc, nous ne sommes pas administrateurs des données qui sont contenues sur la plateforme. Nous sommes administrateurs du système uniquement. Ce qui est intéressant dans ce projet, c'est que nous avons par exemple nous avons construit une association qui définit les règles par exemple d'acceptation des nouveaux membres sur la plateforme. Ce n'est pas, et nous ne sommes pas dans cette association. Nous sommes en dehors de la gouvernance de la plateforme. Nous répondons uniquement aux besoins des membres du réseau sur base d'un consensus. Donc, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin du temps que nous avions prévu pour ce webinaire. Je voudrais juste demander à chacun de vous de nous dire en 10 secondes s'il y a un élément avec lequel les participants doivent quitter ce webinaire, se déconnecter. Que doivent-ils retenir? Vincent, je commence par toi. Ouais, moi, un seul élément, c'est que la blockchain, c'est simple. J'espère qu'on les aura convaincus que c'est simple et c'est l'avenir des échanges d'informations et de transactions. Jules? Moi, je voudrais qu'ils repartent avec l'impression que tous les projets sur lesquels on a travaillé et ceux qu'on vous a présentés aujourd'hui, ces projets, on a été vraiment dans une démarche de co-création avec les personnes avec lesquelles on travaille, pour échanger, comprendre leurs besoins et adapter en fait ce qui est une technologie naissante, émergente, et trouver comment l'appliquer, comment elle est pertinente pour eux. Sébastien? Alors, je dirais que la blockchain n'est pas une musique d'avenir. La blockchain est déjà dans notre quotidien et on va tous l'utiliser dans les années à venir et les futures générations vivront vraiment avec tout ce qui est token, actifs digitaux et blockchain dans leur quotidien. Nathan? J'aimerais que les participants retiennent que la blockchain n'est pas une crypto-monnaie. Ce n'est pas des bitcoins, ce n'est pas des Ethers. La blockchain, comme l'a dit Vincent, c'est un registre, c'est une base de données et il y a plein d'applications qui sont possibles en utilisant cette base de données qui est décentralisée. Merci beaucoup. Merci aux participants. Je vous souhaite à tous un bon appétit. Merci à We Can. Et puis, à bientôt, j'espère, pour la suite de nos discussions. Bonne fin de journée. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Bonne journée.